J'ai vu le sang couler de ma bouche comme une fontaine rouge sur la nappe blanche de Noël, et j'ai souri en pensant que c'était le premier cadeau que je lui rendrais, à elle, ma sœur bien-aimée. Mes parents ont hurlé l'accident jusqu'à en devenir fous, mais le chirurgien, avec ses gants tachés, a compté 47 éclats de verre dans mon estomac, et j'ai su, à cet instant précis, que la vengeance n'était pas une option, mais une nécessité viscérale, comme respirer. Et maintenant, des années plus tard, je tiens dans ma main le même couteau qu'elle a utilisé pour broyer ses vers, et je me demande si le pardon est un mensonge que les faibles se racontent pour dormir la nuit. Les lumières de la salle à manger de notre maison à Saint-Germain-des-Prés dansaient sur les murs tapissés de velours rouge, comme des fantômes rieurs qui connaissaient déjà le secret. C'était le réveillon de 1998, j'avais 8 ans, et l'air embaumait le foie gras et le vin rouge que papa versait généreusement dans les verres en cristal de maman. Émilie, ma sœur aînée de 12 ans, trônait en face de moi, ses cheveux blonds cascadant comme une couronne d'ange sur ses épaules frêles. Elle était la préférée, toujours. La petite princesse aux yeux verts qui faisait fondre les cœurs des adultes avec un seul sourire. Moi? J'étais le second, le garçon turbulent aux genoux écorchés, celui qu'on tolérait mais qu'on n'admirait pas. Tiens, Louis, goûte ça, avait-elle dit d'une voix sucrée, en me tendant une cuillerée de compote de pommes saupoudrée de sucre glace. Ses yeux pétillaient d'une malice que je prenais pour de l'affection fraternelle. J'avais ouvert grand la bouche, comme un oisillon affamé, et avalé. Le premier éclat avait été comme un bisou froid, le second comme une piqûre d'abeille. Puis le monde avait explosé en une symphonie de douleur, ma gorge en feu, mon ventre qui se tordait comme un serpent empoisonné. J'avais vomi sur la table, un mélange de pommes et de sang, et les cris avaient fusé. Maman s'était évanouie dans les bras de papa, Émilie avait éclaté en sanglots théâtraux. C'est pas ma faute, il a trébuché sur le plateau des verres. Et moi, je gisais là, les lèvres tuméfiées, sentant les fragments me lacérer de l'intérieur. À l'hôpital Necker, sous les néons blafards qui sentaient le désinfectant et la peur, le chirurgien avait fouillé mon abdomen comme un archéologue dans une tombe antique. 47 fragments, avait-il murmuré à mes parents, son masque chirurgical baissé, révélant une barbe grisonnante et un regard las. Ce n'est pas un accident. C'est intentionnel. Papa avait blêmi, maman avait serré ma main minuscule dans la sienne, glacée comme un hiver parisien. Mais Émilie? Elle était entrée dans la chambre, les yeux rougis, un bouquet de marguerites à la main, ses fleurs préférées, celles qu'elle cueillait dans le Luxembourg avec moi les dimanches pluvieux. Pardonne-moi, petit frère. J'ai glissé. Et il l'avait cru. Bien sûr qu'il l'avait cru. Parce que les anges ne brisent pas. Les jours suivants ont été un brouillard de morphine et de murmures. Mes parents parlaient bas dans le couloir, des mots comme trauma, thérapie familiale, ne pas accuser sans preuve. Ils ont emmené Émilie voir un psychologue, une femme aux lunettes rondes qui lui a prescrit des coloriages et des câlins. Moi? On m'a donné des antibiotiques et un ours en peluche qui s'appelait Courage. À la maison, les verres en cristal ont disparu, remplacés par des bols en plastique banal. Papa a verrouillé la cave à vin, maman a commencé à compter les couverts avant chaque repas. Mais l'ombre planait, une ombre que personne ne nommait. Émilie me regardait avec des yeux de chaton battu, et je sentais, au fond de mon estomac cicatrisé, que ce n'était que le début. J'ai grandi avec cette cicatrice, une ligne irrégulière qui serpente sous mon nombril comme une carte au trésor menant à un butin empoisonné. À l'école, on me traitait de ver pilé, un surnom qui me collait à la peau comme une étiquette de fromagerie. Les autres gamins riaient, mais moi, je dessinais des monstres dans mes cahiers, des créatures aux dents acérées qui mâchaient des os de sœur. Papa, avocat au barreau de Paris, passait ses soirées à plaider des causes perdues pour oublier. Maman, professeure de littérature à la Sorbonne, récitait des vers de Baudelaire pour apaiser les démons, la douleur est le plus grand des plaisirs pour l'âme raffinée. Mais raffinée? Ma famille était un théâtre d'ombre, où l'amour se mesurait en silence et en non-dit. Émilie a fleuri comme une rose vénéneuse. À 16 ans, elle était mannequin pour des shootings dans le Marais, ses lèvres pulpeuses barbouillées de rouge sang, ses yeux verts soulignés de colle qui faisaient tourner les têtes. Les journaux people la surnommaient la nouvelle Inès de la Fressange, et papa rayonnait comme si c'était son propre reflet dans le miroir. Moi, à 12 ans, j'étais le rat de bibliothèque, dévorant des romans noirs de Simenon sous ma couette, imaginant des inspecteurs qui démasquaient les coupables avec une froide logique. « Pourquoi tu lis ces trucs déprimants ?» me demandait-elle un soir, en s'asseyant sur mon lit, sa jupe plissée remontant sur ses cuisses laiteuses. « Parce que la vie est un crime non résolu, lui avais-je répondu, et elle avait ri, un rire cristallin qui masquait le tintement des vers brisés dans ma mémoire.
Mais la nuit, quand la maison dormait, je descendais à la cuisine sur la pointe des pieds, et je fixais le tiroir des couteaux. J'imaginais le broyer, ce ver invisible qui nous liait, et le faire avaler à quelqu'un d'autre. Pas encore à elle. Pas tout de suite. La vengeance, je l'avais lu dans mes livres, doit être servie froide, comme un sorbet au citron amer. Et la mienne mijotait, lentement, dans les recoins sombres de mon esprit d'enfant brisé. Les années ont passé comme les averses printanières sur les toits de zinc parisiens, violentes, puis oubliées. À 18 ans, j'entrais à Sciences Po, le poids de l'attente familiale sur mes épaules étroites. Émilie, de son côté, paradait aux Fashion Weeks, son corps élancé enveloppé de soie et de paillettes, un verre de champagne éternel à la main. Elle vivait à Montmartre maintenant, dans un loft aux murs nus et aux vues sur Sacré-Cœur, payé par un mécène anonyme ou peut-être plusieurs, chuchotait-on. « Viens me voir, petit frère » me lançait-elle au téléphone, sa voix rauque de nuit trop longue. On ira manger des huîtres aux pieds de cochon. J'y allais, parfois, pour observer. Pour cataloguer ses faiblesses, sa peur des araignées, son addiction aux pilules pour dormir, son besoin maladif d'être admiré. Un soir d'automne 2008, alors que les feuilles jaunissaient sous les platanes des Champs-Élysées, elle m'a appelé en pleurs. « Louis, j'ai foiré. Il m'a quitté. » Il était un photographe célèbre, un type aux cheveux gominés et au regard de prédateur. Je l'ai trouvé recroquevillé sur son canapé en cuir blanc, entouré de bouteilles vidées de robes froissées. « Raconte, lui ai-je dit, en lui tendant un verre d'eau opaque de cristal, jamais. » Elle a déversé son cœur, les promesses brisées, les nuits d'amour factices, la jalousie qui la rongeait comme un acide. Je suis toxique, Louis. Comme du poison. J'ai hoché la tête, feignant la compassion, mais intérieurement, une étincelle s'est allumée. Toxique. Oui. Et moi, j'étais l'antidote en attente. Cette nuit-là, alors qu'elle dormait, épuisée par les larmes, j'ai fouillé son appartement. Dans sa table de nuit, j'ai trouvé les pilules ou des somnifères mélangés à des anxiolytiques, prescrits par un médecin complaisant. Et un journal intime, aux pages noircies d'une écriture fine et nerveuse. J'ai lu, le cœur battant comme un tambour de guerre. Des confessions rageuses, Louis me vole l'attention. Maman le regarde plus que moi depuis l'accident. C'était sa faute, pas la mienne. Il a glissé, je le jure. Mais s'il parle, tout s'effondre. L'accident. Notre accident. Écrit comme une parenthèse insignifiante, entre une séance photo et une dispute d'amants. J'ai refermé le journal, les mains tremblantes. Ce n'était pas de la culpabilité, c'était de la haine pure, distillée sur des années. Elle m'avait empoisonné pour me faire taire, pour être la seule étoile dans le ciel familial. Et mes parents? Aveugles, complices par omission. La vengeance, alors, n'était plus un fantasme d'enfant. C'était une équation logique, 47 fragments pour 47 plaies à infliger. Pas avec du verre, non. Avec des mots, des regards, des vérités qui lacèrent plus profondément que n'importe quel éclat. Le lendemain matin, je lui ai préparé le petit déjeuner, des croissants frais de la boulangerie du coin, du café noir comme l'enfer. On va arranger ça, Émilie, lui ai-je dit, en posant la tasse devant elle. Elle a souri, faiblement, et a bu. Et moi, j'ai commencé à tisser la toile. La première maille, un appel anonyme à son agent, murmurant des rumeurs sur ses habitudes nocturnes. La seconde, une photo discrète envoyée à papa, montrant son loft en désordre, avec des traces de fêtes interdites. Petit à petit, les fissures apparaissaient. Elle se plaignait de migraines, de contrats annulés. C'est comme si le monde se liguait contre moi, gémissait-elle. Mais je restais là, le frère aimant, la main tendue. Car la vraie douleur, je le savais, vient de la trahison de ceux qu'on aime. Et bientôt, elle avalerait son propre verre pilé. Les hivers parisiens sont impitoyables, avec leur humidité qui s'infiltre dans les os comme un remords inavoué. En 2010, j'avais 20 ans, et Émilie en avait 24. Elle était au sommet, couverture de L, campagne pour Chanel, son visage placardé sur les abribus du métro. Moi, j'étais l'ombre studieuse, rédigeant des thèses sur la psychologie des foules pour un prof qui me traitait de génie en herbe. Mais le génie, c'est aussi savoir disséquer l'âme humaine, couche par couche, jusqu'à l'os nu. J'ai commencé par les fondations de sa vie, sa carrière. Un email falsifié, envoyé depuis une adresse jetable, à son agent, Émilie cache une addiction. Vérifiez ses tests.
Pas de preuve, juste une graine de doute. L'agent, un requin aux ongles manucurés, a exigé un dépistage. Résultat négatif, bien sûr elle n'avait pas touché aux pilules depuis que je les avais remplacées par des placebos, une nuit où elle ronflait sous l'effet du vin. Mais le doute s'était planté. Les shootings se raréfiaient, les invitations aux soirées gala devenaient tièdes. Ces passagers, me disait-elle au téléphone, sa voix craquelait comme une porcelaine fêlée. Viens à la maison ce week-end, on fêtera mon anniversaire. La maison familiale, rue de l'Université, était un mausolée de souvenirs. Maman avait accroché des photos d'Émilie partout, bébé dans les bras de papa, ado sur un podium improvisé dans le salon, jeune femme rayonnante à Cannes. Les miennes? Reléguées dans un album poussiéreux au grenier. Lors du dîner d'anniversaire, avec un gâteau au chocolat dégoulinant de ganache, elle a levé son verre en plastique, encore, une blague récurrente de maman. À nous, la famille unie. Les mots m'ont brûlé la langue. Unis? Comme les 47 points de suture qui me reliaient à la vie. Ce soir-là, après que les parents se soient retirés, elle m'a pris à part dans le jardin pavé, sous la pluie fine qui perlait sur les rosiers fanés. Louis, je sais que tu me juges. Pour l'accident. Ses yeux verts, dilatés par le rouge à lèvres et peut-être autre chose, me transperçaient. J'ai faim la surprise. Quel accident? Elle a ri, un rire amer, et a sorti une cigarette du paquet froissé dans sa poche. Ne fais pas l'innocent. Les verres. Tu sais que c'était pour rire. Un jeu stupide. Tu étais si jaloux, toujours à mendier l'attention. Jaloux? Le mot m'a giflé comme une gifle en public. Et les 47 éclats, c'était une blague aussi, ai-je répliqué, la voix basse, contrôlée. Elle a tiré une bouffée, la fumée s'enroulant autour de son cou comme un serpent. Papa et maman ont dit que c'était un accident. Et toi, tu étais petit. Oublie. Oublier. Le verbe qui avait forgé ma vie. Mais j'ai hoché la tête, et nous sommes rentrés, trempés, nos secrets flottant entre nous comme la vapeur d'un thé trop chaud. Cette nuit, dans ma chambre d'ado, j'ai ouvert mon ordinateur portable, un cadeau de papa pour mes examens. J'ai recherché des articles sur les troubles psychologiques, borderline, narcissisme, manipulation fraternelle. Émilie cochait toutes les cases. Pas folle, non aux calculatrices. Une survivante qui écrasait les autres pour flotter. La phase 2 de ma vengeance a visé son cœur, l'amour. Elle sortait alors avec un banquier, Antoine, un type au costume sur mesure et au sourire carnassier, rencontré à une after-party chez Dior. Il formait le couple parfait, du moins en surface, elle, la muse éthérée, lui, le pilier stable. J'ai rencontré Antoine lors d'un brunch au Café de Flore, où Émilie m'avait traîné pour me présenter à son monde. Il m'a serré la main avec une poigne ferme, m'a appelé le petit frère studieux. J'ai souri, et pendant qu'ils sirotaient leur croissant aux amandes, j'ai glissé dans la conversation. Émilie t'a raconté pour l'accident d'enfance? C'est dingue, non? Elle m'a presque tué avec des verres pilés. Un mensonge habile, semé comme une mine. Antoine a haussé un sourcil. Vraiment? Elle m'a dit que c'était toi qui étais maladroit. Le lendemain, j'ai envoyé à Antoine, depuis un compte anonyme, une scan du rapport médical d'hôpital falsifié subtilement, avec des notes manuscrites, blessures intentionnelles suspectées. Pas assez pour une preuve, juste pour l'égratignure. 2 semaines plus tard, Émilie m'appelait en hurlant, « Qu'est-ce que tu as fait? Antoine me quitte. Il dit que je suis dangereuse. » J'ai écouté, impassible, imaginant les larmes coulant sur ses joues poudrées. « Viens, je t'emmène boire un verre. » Pour oublier. Au lieu de ça, je l'ai emmené chez un psy que j'avais contacté en amont à un collègue de maman, spécialiste des traumas familiaux. Par lui ai-je dit. C'est le moment. La séance a été un carnage. Émilie, sur le divan en cuir craquelé, a vomi sa version, l'accident, la jalousie, la peur d'être éclipsée par ce petit merdeux qui attirait toute la pitié. Le psy, un homme chauve aux yeux perçants, a noté frénétiquement. À la fin, il m'a pris à part, votre sœur a besoin d'aide sérieuse. Et vous? Vous semblez porter un fardeau lourd. J'ai acquiescé, les larmes aux yeux, des larmes vraies, pour une fois. Le fardeau? Oui. Celui de la vérité enterrée. Antoine est parti, emportant avec lui les bijoux et les promesses. Émilie a sombré, nuit blanche,
crise de rage où elle brisait des miroirs ironiques cruels et appelait maman à 3 heures du matin pour des câlins virtuels. Papa, dépassé, m'a confié, protège-la, Louis. Elle est fragile. Fragile. Comme du verre fin. J'ai hoché la tête, et j'ai continué. La 3e maille, isolée. J'ai convaincu maman d'annuler un voyage à Deauville, prétextant une crise d'Émilie. Papa, absorbé par un procès, n'a rien vu. Seule avec ses démons, elle a commencé à craquer. Un soir de décembre, sous la neige qui saupoudrait les toits de Montparnasse, elle a frappé à ma porte d'étudiant, rue de Vaugirard. Cheveux en bataille, mascara coulant, elle s'est jetée dans mes bras. Aide-moi, Louis. Je t'en supplie. J'ai refermé la porte, et pour la première fois, je l'ai serrée fort pas par amour, mais pour sentir son pouls affolé contre le mien. Je suis là, ai-je murmuré. Et dans ma tête, les 47 éclats chantaient une comptine macabre. Les mois suivants ont été une danse macabre. Émilie, sous thérapie, déversait ses poisons, enfance volée par le bébé chouchou, peur viscérale de l'abandon, rage contre moi qu'il survivait à son crime. Le psy me consultait en secret et éthique flexible, pour le bien commun. Vous êtes son encre, Louis. Mais attention à ne pas vous noyer. Noyer? Non. Je nageais en eau trouble, maître des courants. Bientôt, les rumeurs ont enflé, Émilie, la mannequin instable. Un tabloïd a publié un article voilé sur les secrets d'une icône. Elle m'a accusé, un soir, ivre, dans un bar enfumé de Bastille, c'est toi, hein? Tu me hais depuis toujours. J'ai nié, les yeux dans les yeux, et elle a pleuré, tête sur mon épaule. À cet instant, j'ai vu la fissure, la dépendance. Elle avait besoin de moi, maintenant. Le chasseur devenait la proie. Mais la vengeance n'est pas linéaire, elle serpente, comme la Seine sous les ponts. Et la mienne visait plus profond, la famille elle-même. Le printemps 2011 a apporté des cerisiers en fleurs le long de la Seine, mais pour Émilie, c'était l'hiver éternel. À 25 ans, son visage, jadis illuminé par les flashs, s'était creusé de cernes comme des cratères lunaires. Elle avait perdu un contrat majeur avec Lancôme instabilité émotionnelle, avait-on murmuré. Moi, à 21 ans, je terminais mon master avec mention, et papa m'offrait déjà un stage dans son cabinet d'avocat. Tu es notre fierté, Louis, disait-il, ignorant que la fierté était un masque pour son remords inavoué. J'ai décidé d'accélérer. La phase 3, fracturer le noyau familial. J'ai commencé par maman, la plus vulnérable. Professeure de littérature, elle vivait dans les mots, ces armes doubles que je maîtrisais désormais. Lors d'un thé au salon, avec les portraits d'Émilie nous observant des murs, j'ai glissé, tu sais, maman, Émilie m'a avoué quelque chose sur l'accident. Ses yeux, d'un bleu fané comme un ciel doux, se sont agrandis. Quoi donc? J'ai hésité, feignant la douleur. Ce n'était pas un jeu. Elle voulait me punir. Parce que je naissais, et que j'attirais les regards. Un mensonge ciselé, inspiré de ses confessions au psy. Maman a pâli, sa tasse tremblant. Impossible. Elle t'adore. Mais le doute s'était insinué, comme une goutte d'eau dans une fissure de granit. Papa a été plus dur à percer. Avocat, il vivait dans les faits, les preuves irréfutables. J'ai attendu un dîner dominical, sous les lustres en cristal ou ironie du sort, restauré par un artisan discret. Après le magret de canard, j'ai sorti l'atout, une copie du journal intime d'Émilie, page jaunie, mot rageur souligné en rouge. Lis ça, papa. C'est elle qui l'a écrit. Il a lu en silence, son visage de pierre se fissurant légèrement au coin des yeux. Où as-tu trouvé ça? Chez elle. Elle le garde comme un trophée. Mensonge, encore. Il l'avait trouvé lors d'une perquisition fictive dans mon esprit. Papa a fermé le carnet d'un geste sec. On n'en parle à personne. Pas de scandale. Mais son regard sur Émilie, le lendemain, était changé, distant, calculateur. Émilie le sentait. Elle m'appelait tous les soirs, sa voix un fil tendu prêt à rompre. Les parents sont bizarres. Maman m'a posé des questions sur toi, sur l'enfance. Je la rassurais, la voix douce comme du miel empoisonné, c'est rien. Viens, on sort. Je l'emmenais dans les bistrots de Belleville, où l'absinthe coulait comme des larmes vertes, et je l'écoutais se plaindre, cataloguant chaque faiblesse. Sa peur de l'abandon grandissait,
un monstre qu'elle nourrissait elle-même. Sans toi, Louis, je suis perdu. Perdu? Bientôt, elle le serait vraiment. L'été est arrivé avec une canicule qui faisait fondre l'asphalte des boulevards. Émilie a tenté un comeback, un défilé pour une marque émergente à la Fashion Week. J'y suis allé, billet en main, assis au premier rang parmi les critiques aux lèvres pincées. Elle a marché, élancée, dans une robe diaphane qui révélait ses côtes saillantes. La fin, pas le régime. À la fin, les applaudissements ont été polis, tièdes. Dans les loges, entourée de maquilleuses affolées, elle s'est effondrée, c'était nul. Il me déteste. Je l'ai tenue, murmurant, non, c'est la jalousie. Comme toujours. Et j'ai planté la graine, peut-être que c'est à cause de l'accident. Les gens savent. De retour à Paris, la fracture s'élargissait. Maman a refusé d'aller à un shooting d'Émilie, j'ai des cours. Papa a oublié son anniversaire. Émilie a explosé au téléphone, c'est toi qui leur as dit. Espèce de traître. J'ai nié, calme, et elle a raccroché en sanglots. Mais le lendemain, elle était là, à ma porte, un sac à la main. Laisse-moi rester. S'il te plaît. J'ai accepté, et ainsi a commencé sa dépendance totale. Elle dormait sur mon canapé défoncé, cuisinait des pâtes brûlées, me racontait ses rêves brisés. Je l'écoutais, notant mentalement, peur des ténèbres, cauchemar récurrent de verres brisés, boulimie nocturne. Un soir, après une dispute avec un ex, elle a avalé une poignée de pilules au lait vrai, que j'avais cachées. Je l'ai trouvée inanimée, lèvres bleues, et j'ai appelé les urgences. À l'hôpital, sous les mêmes néons que mon enfance, le médecin a secoué la tête, tentative de suicide. Elle a besoin d'internement. Émilie, réveillée, m'a agrippé le bras, ne les laisse pas me enfermer. T'es tout ce que j'ai. J'ai négocié, thérapie ambulante, sous ma surveillance. Les parents, informés, ont soupiré, Gerla, Louis. On te fait confiance. Confiance. Le mot qui scellait son piège. À la maison, je contrôlais tout, ses médocs dosés au compte-gouttes, ses sorties chronométrées, ses appels filtrés. Elle maigrissait, ses yeux verts s'enfonçant dans des orbites creusées. Je t'aime, petit frère, murmurait-elle parfois, et je répondais, moi aussi. Mensonge. Mais la vérité? Elle était dans mes nuits solitaires, où je revivais l'opération, sentant les forceps fouiller mon ventre. 47. J'en étais à 23 plaies infligées, contrat perdu, amour brisé, famille distante. Encore la moitié. L'automne a apporté les premières feuilles mortes, et avec elles, la révélation. Émilie, un soir, a trouvé mon journal en fait, un faux, rempli de notes sur ses confessions, CN. Tu me surveilles? Comme une criminelle, a-t-elle hurlé, le cahier à la main. J'ai haussé les épaules, c'est pour t'aider. Elle a pleuré, puis ri, un rire hystérique, c'est pour te venger, hein? Pour les vers. Silence. Puis, oui. Le mot a plané, lourd comme une sentence. Elle s'est affalée, brisée. Pourquoi maintenant? Parce que le pardon est un luxe pour les innocents. Cette nuit-là, elle a tenté de nouveau, une lame de rasoir sur son poignet. Je l'ai arrêtée, la serrant jusqu'à ce que le sang coule sur le carrelage. Pas comme ça, ai-je dit. Pas sans moi. Et dans ses yeux, pour la première fois, j'ai vu la terreur pure, celle du chasseur devenu proie. La vengeance, ai-je compris, n'efface pas la douleur. Elle la multiplie, comme un écho dans une cathédrale vide. Mais j'étais trop loin pour m'arrêter. L'hiver 2011 a gelé Paris dans une étreinte de givre, transformant les fontaines du Luxembourg en sculptures éphémères. Émilie vivait chez moi désormais, une squatteuse dans mon petit appartement haussmannien, avec ses murs lézardés et ses vues sur des cours intérieures sombres. À 26 ans, elle n'était plus la muse, elle était un spectre, errant en peignoir taché, les cheveux en nœuds, murmurant des excuses à des miroirs fêlés. Moi, à 22 ans, j'avais commencé mon stage chez papa, plaidé pour des innocents, ironie suprême, tout en ourdissant la chute d'une coupable. La phase 4, l'humiliation publique. J'ai utilisé mes contacts à Sciences Po des hackers amateurs, des journalistes en herbe pour semer des leaks. Une photo truquée d'Émilie, ivre à une soirée, envoyée à un blog mode. Un audio falsifié de ses confessions au psy, diffusé sur un forum anonyme. La mannequin qui a empoisonné son frère, titrait un article underground.
Pas assez pour un scandale national, juste pour le bourdonnement, les amis l'évitaient, les ex ricanaient dans les dîners en ville. Elle le lisait sur son téléphone, les doigts tremblants, c'est faux. Qui fait ça? Je haussais les épaules, les jaloux. Comme toi, autrefois. Les parents intervenaient moins. Maman, hantée par mes révélations, appelait Émilie ma pauvre chérie d'une voix distante, comme si elle parlait à une étrangère. Papa, absorbé par un divorce houleux d'un client, m'avait promu junior associate, tu as du flair, fiston. Flair? Pour débusquer les mensonges, oui. Un soir, il m'a convoqué à son bureau, près de la Concorde, avec ses étagères de livres de droit et son odeur de cigare cubain. Émilie va mal. Tu exagères? J'ai nié, les yeux baissés, je la protège. Il a soupiré, allumant un Monte Cristo, la famille, c'est sacré. Même les monstres. Monstre? Le mot m'a transpercé. Était-elle un monstre, ou moi? Émilie, de son côté, sombrait dans une spirale. Elle sortait la nuit, revenait au petit jour avec des bleus sur les bras, un admirateur trop zélé et avalait mes placebos comme des hosties. Je la soignais, bandage, tisane, mots doux. Tu es ma sauveuse, gémissait-elle, la tête sur mes genoux. Sauveur? Non. Bourreau masqué. Dans ces moments, je revivais l'enfance, ses rires cristallins, nos jeux dans le parc Monceau, avant que la jalousie ne la ronge. Était-ce ma faute? Avais-je été trop chouchou, trop aimé? La psychologie, que j'étudiais en secret, murmurait, trauma partagé. Mais le trauma n'excuse pas le meurtre. Un matin de janvier, sous un ciel plombé, elle a craqué. Je vais tout avouer aux parents. Pour l'accident. Ses yeux, rougis, me défiaient. J'ai ri, froidement, et dire quoi? Que tu as broyé du verre dans une compote parce que je respirais trop fort? Elle a reculé, comme frappée. Tu me hais. Non. Je équilibre. Équilibre, 47 éclats contre 47 nuits d'insomnie pour elle. J'en étais à 31, l'X, isolement, dépendance. Pour la pousser plus loin, j'ai orchestré une rencontre. J'ai invité un vieil ami d'Émilie, un styliste gai flamboyant nommé Julien, à un apéro chez moi. Il est venu, curieux, avec des anecdotes sur ses folies passées. Devant un verre de Sancerre, il a lâché, « Émilie, chérie, tout le monde sait pour ton petit frère. » C'est trash, non? Elle a blêmi, renversant son vin sur la moquette. Quoi? Julien, inconscient de mon script, Harry, le verre pilé. Une légende dans les backstages. Elle s'est levée, titubante, c'est un mensonge. Et elle est sortie en claquant la porte, dans le froid mordant. Elle n'est rentrée qu'à l'aube, gelée, les lèvres gercées. Tout le monde sait, a-t-elle murmuré, en se blottissant contre moi. J'ai hoché la tête, bientôt, oui. Panique. Elle a appelé maman en pleurs, c'est vrai, l'accident. J'ai fait mal à Louis. Maman, au bout du fil, a répondu d'une voix brisée, on en a parlé avec ton père. Repose-toi. Déjà, le poison se propageait. Papa m'a envoyé un texto, faut-il un avocat pour elle? J'ai répondu, pas encore. Le point de non-retour est venu en février, lors d'une tempête qui fouettait les fenêtres. Émilie, hallucinatoire sous les effets d'un sevrage forcé, m'a attaqué avec un éclat de bouteille, un reste de son dernier binge. Tu me tues, hurlait-elle, en visant mon visage. J'ai esquivé, la plaquant au sol, mon genou sur sa poitrine. Son souffle rauque, ses ongles enfoncés dans mes bras, finis-moi, alors. J'ai hésité, le cœur cognant. Finir? Non. Pas si vite. Pas comme ça. Tu vas vivre avec. Elle s'est effondrée, secouée de sanglots. Pardon. Pardon pour les vers. Pardon. Le mot que j'attendais. Mais il sonnait faux, comme un air mal joué. Je l'ai relevé, l'ai bordé, et j'ai sorti le vrai journal, le mien, des pages noircies de plans, de comptes rendus de ses chutes. Lis. Elle a lu, les yeux écarquillés, la vengeance méthodique, les 47 étapes. Tu es un monstre, a-t-elle chuchoté. Non. Je suis ton miroir. Cette nuit, pour la première fois, j'ai douté. La douleur qu'elle endurait, maigreur squelettique, yeux hantés, où était-elle justice, ou sadisme? Baudelaire, que maman aimait, murmurait,
il y a dans tout homme, à toute heure, deux postulations simultanées, l'une vers Dieu, l'autre vers Satan. Étais-je l'une ou l'autre? Ou les deux, enlacés dans une valse macabre? Mais le doute s'est estompé à l'aube, quand elle m'a serré la main dans son sommeil, dépendante, brisée. 37 plaies. Encore 10. La fin approchait, et avec elle, la libération ou la damnation. Mars 2012 a fondu la neige en flaques boueuses, miroir des âmes souillées de Paris. Émilie, à 27 ans, n'était plus qu'une coquille, peau translucide veinée de bleu, cheveux ternes coupés ras par un geste impulsif, yeux verts éteints comme des lacs gelés. Elle ne sortait plus, vivait recluse dans mon appartement, comptant les fissures du plafond comme des cicatrices. Moi, à 23 ans, j'avançais, promotion au cabinet, article publié sur la manipulation psychologique, l'ironie, ma thèse vivante. Tu es brillant, Louis, me disait papa, ignorant que mon brillant s'était forgé dans le feu de la haine. La phase 5, la confrontation familiale. J'ai orchestré un dîner réconciliateur à la maison, sous prétexte d'un anniversaire de maman. La table dressée comme au réveillon fatidique, nappe blanche, bougies vacillantes, mes verres en plastique partout, une précaution rituelle. Émilie est arrivée, traînant des pieds, vêtue d'un pull trop grand volé à mon armoire. Maman l'a embrassée distraitement, papa a servi le Bordeaux avec un sourire forcé. À la famille, a-t-il trinqué, et le mot a plané, chargé de non-dits. Au dessert aux tartes aux pommes, écho cruel, j'ai allumé la mèche. Parlons de l'accident. Silence. Émilie a pâli, sa fourchette tombant dans l'assiette. Maman a bredouillé, Louis, pas maintenant. Mais j'ai continué, voix calme comme un scalpel, 47 fragments. Pas un accident. J'ai sorti les preuves, le rapport médical original, le journal falsifié, des enregistrements de ses confessions au psy obtenus par un ami véreux. Papa a lu, visage de marbre. Émilie a hurlé, c'est lui. Il m'a piégé. Depuis des années. Chaos. Maman en larmes, papa tonnant, assez. Émilie s'est levée, renversant sa chaise, je l'ai fait. Oui, j'ai broyé le verre parce qu'il me volait tout. Maman le regardait plus, papa le cajolait. J'étais invisible. Les mots ont éclaté comme des bulles de savon empoisonné. Maman s'est évanouie, papa a attrapé son téléphone, police. Non. Thérapie. Immédiate. Mais le mal était fait. Émilie m'a fusillé du regard, tu as gagné. Monstre. Elle est partie cette nuit-là, emportant un sac et sa rage. Direction, une clinique en Suisse, payée par papa ou pour guérir. Guérir? Trop tard. 41 plaies, la famille explosée, sa réputation en cendres. Les tabloïds avaient flairé l'odeur, scandale chez les de Beauvoir, une sœur empoisonneuse. Non changé, mais l'essence vraie. Émilie, internée, m'écrivait des lettres rageuses, tu m'as tué. Mais je reviendrai. Je les brûlais dans l'évier, sentant l'odeur âcre comme un exorcisme. Seul, j'ai sombré un temps. Les nuits, je revivais non plus l'accident, mais le dîner, ses yeux implorants, la voix brisée de maman. Était-ce justice? La psychologie le disait, cycle de violence. J'avais brisé le briseur, mais à quel prix? Papa m'a confronté au bureau, tu as manipulé tout ça. Pourquoi? La vengeance? J'ai nié, mais il a vu clair, tu es comme elle. Toxique. Toxique. Le mot m'a hanté, miroir inversé. Pourtant, j'ai poussé plus loin. Phase 6, l'anéantissement final. J'ai contacté ses anciens amants, semant des rumeurs, Émilie, dangereuse. Violente. Antoine, l'ex, a porté plainte pour diffamation mais j'ai contre-attaqué avec des preuves de ses abus. Le procès, discret, au tribunal de Paris, l'a saigné, frais d'avocat, réputation de harceleur. Elle, depuis la clinique, hurlait au téléphone, arrête. Je suis en miettes. 45. 2 restants. Le printemps fleurissait, mais mon jardin intérieur était stérile. Maman, en thérapie elle-même, m'a appelé, reviens-nous, Louis. Avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard? Pour le pardon, peut-être. Émilie est sortie en juin, changée, cheveux courts, regard vide, sous médoc. Elle est venue me voir, flanquée d'un infirmier. Finissons, a-t-elle dit, dans mon salon baigné de soleil.
J'ai sorti le couteau de la cuisine, celui du réveillon, hérité. Aval. Elle a ri, brisé, non. C'est toi qui devrais. Hésitation. Puis, au lieu de ça, j'ai tendu une lettre, confession complète, signée, pour la police. À vous, et je signe la paix. Elle a signé, larmes coulant. 47. Complet. Mais la paix? Un mirage. Elle est partie, en cure longue. Moi, j'ai sombré, alcool, nuit blanche, vision de verre scintillant. La vengeance achevée, que restait-il? Un vide, plus tranchant que n'importe quel éclat. L'été 2012 a étouffé Paris dans une chaleur moite, comme un linceul sur une ville en deuil. À 24 ans, j'étais un fantôme dans mon propre corps, costume froissé au bureau, thèse inachevée, regard fuyant dans le métro bondé. Émilie, en cure à Genève, n'écrivait plus. Les 47 plaies infligées laissaient des cicatrices sur nous tous, maman vendait la maison de Saint-Germain, papa divorçait d'une vie de mensonges, et moi. Moi, je comptais les éclats dans mon âme. La phase finale n'était pas destruction, mais reckoning. Un automne pluvieux, j'ai pris le train pour la Suisse, TGV jusqu'à Lausanne, puis un bus brinque-ballant vers la clinique des Alpes, perché comme un nid d'aigle au-dessus du lac Léman. Émilie m'attendait dans un jardin zen, en robe de coton blanc, cheveux rasés, yeux verts redevenus vifs mais froids, comme des émeraudes taillées. « Tu viens finir le boulot ?» a-t-elle demandé, sans amertume. J'ai secoué la tête, non. Comprendre. Nous avons marché sous les pins murmurants, l'air piquant d'ozone. Elle a parlé d'abord, l'enfance volée, la naissance de l'héritier qui avait éclipsé la fille. J'avais 12 ans, Louis. Le monde s'est rétréci à toi. Sa voix, plate, comme un rapport médical. J'ai écouté, puis j'ai déversé, la douleur de l'opération, les nuits de cauchemar, la haine qui avait mûri comme un vin aigre. 47. Pas un nombre. Une sentence. Elle a ri, doucement, et la tienne? Tu m'as brisé en autant de morceaux. Mais regarde-nous, deux monstres miroirs. Miroir. Oui. La thérapie l'avait guéri, ou du moins, l'avait rendu lucide. Le pardon, petit frère, n'est pas absolution. C'est choix. Choix? J'ai hésité, sentant le couteau imaginaire dans ma poche. Au lieu de frapper, j'ai tendu une main, paix. Elle l'a prise, fragile. Pas paix. Trêve. Nous sommes rentrés à Paris ensemble, en train de nuit, partageant un compartiment silencieux. À la gare de Lyon, sous la pluie battante, les parents attendaient, maman, vieillie, bras tendus, papa, stoïque, un parapluie à la main. Étreinte maladroite, mots balbutiés, on recommence. Mais recommencer? Les verres brisés ne se recollent pas sans fêlure. Les mois suivants ont été une reconstruction bancale. Émilie, sortie de cure, a repris des études, psycho, ironie. Pas de podium, juste des conférences modestes sur les traumas familiaux. Moi, j'ai quitté le cabinet pour une ONG, aidant des victimes de violences domestiques et expiation, peut-être. Les dîners familiaux, rares, se passaient en vaisselle en carton, rire forcé. À l'avenir, trinquions-nous, avec de l'eau plate. Mais la nuit, seul dans mon nouvel appartement à Belleville, je sentais encore les éclats, dans mon ventre, dans mon cœur. La vengeance avait équilibré les comptes, mais le solde était négatif. Émilie m'appelait parfois, ça va? Oui. Et toi? Silence complice. Nous savions, les monstres ne meurent pas, ils hibernent. Un soir de Noël 2013, 4 ans après l'accident originel, nous nous sommes retrouvés tous les 4 autour d'une table modeste, dans l'appartement de maman près du canal Saint-Martin. Pas de cristal, pas de foie gras, juste des quiches et du cidre. Émilie a levé son verre, à nous. Brisé, mais entier. J'ai trinqué, sentant une chaleur nouvelle, pas pardon, mais acceptation. Le chirurgien avait extrait 47 fragments, mais le vrai poison, la haine, je l'avais avalé moi-même. Aujourd'hui, en 2015, Émilie est thérapeute, aidant d'autres âmes fracturées. Moi, je plaide pour la justice restaurative, croyant enfin que la vraie revanche est la guérison. Les cicatrices restent, lignes irrégulières sur la peau et l'âme. Mais sous elles, bat un cœur qui a appris, la famille n'est pas sans ses choix. Et j'ai choisi de vivre, sans verre pilé. Pourtant, parfois, dans le silence d'une nuit parisienne, j'entends le tintement.
Et je souris, la vengeance, au bout du compte, n'était qu'un chapitre. Le livre continue.